je tiens à remercier donc les organisateurs pour cette invitation et pour le choix aussi du thème que je trouve très très intéressant, surtout pour les chercheurs juniors. D'ailleurs, j'ai conçu cette présentation spécialement pour les chercheurs juniors en Tunisie. C'est ça le public cible. Et l'objectif, c'est d'optimiser les opportunités de carrière et de reconnaissance internationale. Donc, vous voyez ici, peut-être que si j'avais donné cette conférence l'année dernière, j'aurais écrit optimiser les opportunités de reconnaissance internationale. Mais là, comme vous le savez, cette année, comme j'étais dans le jury de recrutement des maîtres de conférences, donc j'ai aussi cette nouvelle perspective de concours nationaux et donc j'ai intégré quelques éléments pour tenir compte aussi de cette disons, exigence de passer ces concours nationaux de promotion. Donc, j'ai mis plutôt une stratégie équilibrée entre les exigences des concours nationaux, donc les grilles d'évaluation, et c'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on a une idée sur les grilles d'évaluation des concours, donc on peut aussi avoir comme des objectifs en termes de rubriques dans les grilles d'évaluation, et de notre côté, les standards internationaux en termes d'impact, profilage pour le recrutement, pour ceux qui veulent aussi postuler pour des postes à l'étranger, pour des postes de professeurs visiteurs, éventuellement être candidat à des invitations à collaborer, à des keynotes, à des postes de keynote. Donc, ces deux orientations parfois sont concordantes, mais parfois il y a des divergences. Donc, je pense que ce serait, disons, recommandé d'avoir les deux orientations en vue, et les exigences des concours nationaux et les standards internationaux. Alors, pour cette présentation, et dans le but d'atteindre cet objectif-là, je vais parler de 5 éléments. D'abord, un positionnement. Comment peut-on choisir le positionnement du chercheur en marketing, mais aussi dans d'autres domaines? La sélection des conférences, les critères de sélection des journaux. Là, je vais être un peu plus brève parce que Anis va reprendre quelques éléments. Je vais terminer par des conseils pratiques. Et la conclusion sera avec l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la publication, pour ne pas aussi passer à côté d'un outil très très intéressant et qui est aujourd'hui appelé par les chercheurs du monde. Voilà, donc ça c'est une carte que j'ai préparée il y a, je pense, 5 ou 6 ans, et j'ai présenté aux collègues à l'ESN. Dans une des journées chercheurs que l'on organise d'une manière, disons, périodique. Donc, vous voyez ici la flèche verte en haut. C'est un peu le signe de l'évolution dans la carrière du chercheur. Mais ces éléments-là ne sont pas toujours dans une succession linéaire. Parfois, on a des choix qui sont différents selon les objectifs du chercheur. Donc, j'ai commencé ici par l'enseignant. Lorsqu'on commence notre carrière d'enseignant, généralement, on pense à rédiger quelques cas pour nos étudiants. Et on est appelé à encadrer soit des PFE, soit des masters. Donc ça, c'est, si vous voulez, une première exigence dans le métier ou par le métier d'un enseignant, un jeune enseignant, d'accord? Et les études de cas, c'est quelque chose de très intéressant, et ça peut donner à votre cours une touche personnelle et ancrée dans notre contexte tunisien. Donc, pour ceux qui sont en train d'enseigner
à l'université tunisienne, dans un premier stade, à rédiger des cas. Et ça ne demande pas beaucoup de temps par rapport à la rédaction d'articles scientifiques, d'accord? Donc, des cas pour l'enseignement, ça peut être un point de départ, ça peut enrichir vos cours et vos TD. La direction des PFE des masters, là aussi, parfois on est appelé, parfois on cherche à diriger des masters, mais c'est une compétence que l'on peut acquérir au fil du temps et elle est très intéressante pour aller de l'autre côté, tout en étant un superviseur d'un travail de recherche. Et là aussi, on apprend beaucoup avec l'encadrement, ça c'est certain. Deuxième niveau, la colonne ici, là, c'est un peu le côté chercheur. Donc, des articles de conférences, des publications dans des revues, ou on peut aussi aller vers la publication de livres ou de chapitres de livres. Donc là, on est plus dans le volet recherche. Et là, ça demande aussi de l'apprentissage. Je me rappelle pour l'écriture du premier article, ça m'a pris des mois. Alors que pour le dernier article, ça peut être en 2-3 semaines. Donc, c'est un apprentissage à faire. Plus on écrit, moins ça nous prend du temps et de l'effort. Ouais. Après, on va parler des choix. Comment on va choisir les conférences, les revues, pourquoi un livre, pourquoi un numéro spécial, ça on va le voir après. Troisième colonne, c'est on peut aller vers l'édition de livres, c'est-à-dire que nous-mêmes on propose une thématique, on fait un call for chapters, ou alors on propose un numéro spécial avec un journal. Et pour cette étape-là, il nous faut un bon réseau scientifique. Donc là, plus on a de la notoriété, plus on a travaillé avec des communautés scientifiques, plus on pourra drainer et attirer des communications ou des chapitres d'ouvrages sérieux. Le deuxième volet ici, j'ai mis l'organisation de conférences. Là aussi, c'est tout un domaine et ceux qui ont organisé des conférences le savent très très bien. Il faut un bon réseau, il faut aussi beaucoup de temps. Il faut, si on va aller vers l'indexation de la conférence, ça demande aussi un bon réseau d'évaluateurs qui sont indexés avec un H-index qui est important. Donc, c'est toute une manière que l'on apprend aussi au fil du temps. Mais ça reste des expériences très riches en termes de réseau, mais en termes aussi même de contribution scientifique. Après cette phase, si vous voulez, d'édition, d'organisation, j'ai mis une autre colonne. Mais là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut passer à la formation que si on a fait ces 3 colonnes. Je connais très bien des chercheurs et des enseignants qui ont, par exemple, des études de cas, des publications dans des revues et des formations professionnelles. D'accord? Donc, ce n'est pas réellement un processus linéaire. Donc, un autre volet, là, un peu de formation. Donc, certains font de la formation pour les chercheurs et d'autres aussi, enseignants, chercheurs, peuvent s'orienter vers la formation aux professionnels. Donc là, c'est une manière aussi de monnayer un peu nos compétences et de partager ce qu'on sait avec les professionnels, ce qui est aussi une contribution dans l'économie tunisienne, dans le développement de certains secteurs. Et finalement, là, j'ai mis 2 autres rubriques, les projets à l'échelle internationale comme des projets Horizon 2020, Erasmus, et le consulting, la recherche-action. Là, j'ai mis un peu, c'est une manière aussi de monnayer notre réputation, notre positionnement, nos recherches, nos compétences, nos connaissances
Donc, c'est vrai que pour arriver à ce stade-là, il faut quand même un bagage au niveau de la publication et au niveau du réseau. Voilà. Donc, c'est un peu la carte. Chacun de nous va choisir des rubriques qui vont lui permettre d'arriver à concrétiser ou à atteindre ses objectifs, parce que chacun de nous a un objectif ou des objectifs. Donc, il va choisir de la carte les rubriques, disons, qui vont contribuer le plus à atteindre ses objectifs. Voilà, donc j'ai consacré cette diapositive à la définition du positionnement, parce que là, c'est une des premières questions que l'on se pose. Sur quoi je vais travailler? Quel est le domaine? Quels sont les sujets? Et là, donc, bien sûr, première recommandation, c'est d'identifier un peu les tendances, les sujets innovants. Par exemple, avec mes étudiants en master de recherche en business computing, je les conseille de voir le site Gartner, G-A-R-T-N-E-R. C'est un site qui publie régulièrement les technologies qui ont un fort potentiel dans les années à venir. Et les technologies aussi, il mentionne aussi les technologies qui vont disparaître les années futures. Donc, c'est important de se positionner dans des technologies pour les étudiants en business computing, mais aussi pour nous dans des thématiques qui vont, disons, être traitées les années futures et non pas des thématiques qui vont disparaître dans 2 ou 3 ans. Donc, c'est très important de bien choisir les thématiques actuelles qui ont du potentiel, innovantes. Deuxième point, les besoins de la société tunisienne. Là aussi, c'est important. Si on peut combiner et l'intérêt théorique et l'intérêt de la société tunisienne, de l'économie tunisienne, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est pour ça que j'ai mis à droite ces rubriques-là, pour les avoir toujours en tête. Lorsque on choisit des thématiques où il y a de la matière dans le contexte tunisien, on a cette possibilité d'aller vers des formations aux professionnels. Vous voyez donc le lien entre le choix de la thématique et aussi les possibilités ici d'intervenir avec les professionnels à travers des formations, même à travers du consulting et de la recherche-action. Donc, dans le choix des thématiques, vous pouvez avoir aussi cette perspective de faire de la recherche, de contribuer théoriquement, mais aussi d'acquérir une compétence qui va m'aider à m'adresser aux professionnels. Voilà. Troisième point, là, c'est peut-être non pas pour les chercheurs juniors actuellement, mais je vais quand même le mentionner parce que nos enseignants juniors aujourd'hui vont devenir dans quelques années des chercheurs seniors. Donc là, il y a certains domaines ou certains choix qui peuvent être très intéressants et très innovants, mais ça demande de la maturité. Je vais vous donner un exemple, c'est juste pour vous, disons, pour vous éclairer par rapport à des opportunités qui peuvent s'offrir à vous peut-être dans quelques années. Je vais citer un exemple d'une coopération avec une collègue ingénieure docteur en technologie e-commerce. Donc, professeur Safa Kabi à l'ESN. On a voulu donc travailler ensemble et c'était justement après donc ma réussite au niveau du concours de professorat. Donc, je n'ai plus disons, cette pression de travailler dans le domaine du marketing et cette pression du temps aussi pour
être aussi efficace au niveau de la préparation de mon dossier. Donc, j'ai initié une collaboration avec ma collègue, ingénieure en technologie e-commerce. Et là, l'idée, c'était de pousser un peu les frontières entre les chercheurs en business computing et en technologie et les chercheurs en marketing. Et là, j'avoue que c'était avec beaucoup de plaisir, mais ça nous a demandé beaucoup de temps, peut-être une dizaine de réunions, de 1h à 1h30, pour pouvoir repérer là où on peut travailler ensemble et publier ensemble. Et c'était un peu, elle m'apprenait des choses sur leur manière de faire et de même de mon côté. Et petit à petit, c'est-à-dire que à travers ma perspective de chercheur en marketing, j'ai vu qu'il n'y avait pas une carte ou un article qui détaille toutes les technologies e-commerce qui peuvent, cette carte-là peut aider les chercheurs qui ne sont pas des informaticiens à comprendre l'ensemble de ces technologies, les avoir dans un même document. Parce que justement, ces informaticiens et les ingénieurs travaillent sur une technologie et vont en profondeur. Donc notre premier article, c'était en 2019, c'était comme une carte, c'était un triangle où on avait l'ensemble, on avait la cartographie de toutes les technologies e-commerce et on les alliait aux stratégies marketing. Donc vous voyez que là, c'est des domaines un peu innovants. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la maturité, de la patience et aussi une capacité d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles manières de faire de la recherche parce que les informaticiens ne font pas la recherche de la même manière que les marketeurs. D'accord? Donc il faut aussi cette un peu ouverture à apprendre de nouvelles manières de faire. Et justement, ce papier-là, ça a été publié dans les actes de la conférence ICEDEC et il est cité 35 fois aujourd'hui. Donc, parce que ça répondait à un besoin réel de la communauté scientifique. Et il est cité, je vérifie un peu les citations, il est cité et par les informaticiens et par les managers, les marketeurs et par les sciences de gestion. Donc, vous voyez que parfois, la rencontre entre deux domaines, ça peut donner des papiers très intéressants, attendus par les deux communautés. Mais, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, d'humilité aussi, parce que ça suppose une autre manière de faire. Et donc, pour pouvoir contribuer avec ce genre de papier. Bien sûr, ça, c'est un exemple, mais j'ai beaucoup d'autres exemples actuellement aussi. On est avec une équipe en Roumanie qui travaille sur l'analyse de données, avec les baromètres, donc des données, des bases très, très importantes. On essaie de tirer profit de cette connaissance-là pour le marketing. Donc, ce ne sont que des exemples, mais on peut aller vers la psychologie, la sociologie, tout ce qui est technologie. Donc, c'était juste pour vous donner une idée sur ce que vous pouvez faire, en plus des articles un peu, disons, classiques que l'on est en train de publier. Voilà. Maintenant, j'ai mis 2 points sur tout ce qui est études bibliométriques et revue de la littérature. Maintenant, je pense que l'ATM aussi a fait un webinaire sur les études bibliométriques et je la félicite pour ça. Les études bibliométriques aujourd'hui sont vraiment un outil très, très performant pour quelqu'un qui va débuter à chercher son positionnement. D'accord? Donc, concentrez-vous sur les dernières études bibliométriques publiées. Ça peut vous donner des axes de recherche très intéressants. Et aussi les revues de la littérature classique ou systématique, là aussi, c'est toujours un bon point de départ parce que ça nous permet de repérer les pistes non encore recouvertes par les chercheurs.
Là, je vais parler, une fois on a choisi notre positionnement, c'est très important de de traduire ce positionnement-là en mots-clés. Ces mots-clés, vous allez les mettre partout. Vous allez les mettre dans votre profil, comme ici, Google Scholar. Vous allez le mettre dans votre profil ResearchGate, Academia, LinkedIn. Donc, c'est très, dans vos profils professionnels, c'est très important de bien choisir vos mots-clés et les mettre sur vos profils. Parce que vous savez que lorsqu'on fait la recherche, on la fait par mots-clés. Et faites des simulations lorsque vous cliquez sur, par exemple, innovation, quel est votre rang pour ce mot-clé-là? Très important d'avoir un domaine où vous êtes quand même expert parmi les premiers. Ça, c'est votre objectif. C'est bien de travailler sur plusieurs thématiques, c'est bon, mais il faut quand même qu'il y ait un mot-clé ou une thématique où vous êtes l'expert. D'accord? Dans mon cas, par exemple, le digital, c'est le terme clé qui est généralement associé à mon profil. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur tous les profils, le digital est là avec force. Je travaille avec la conférence International Conference on the Digital Economy, donc le digital est là. La publication avec Springer, donc Emerging Technologies and Business Innovation. La coopération avec le Journal of Telecommunication and the Digital Economy. Donc, il faut après que vos choix, que ce soit dans les comités d'édition ou dans les journaux, dans les conférences, il faut que vous vous concentrez sur votre positionnement déjà retenu, d'accord, pour accéder aux communautés scientifiques qui sont dans ce domaine. Et lorsque lorsque vous accentuez votre travail dans cette optique-là, le mot-clé devient associé à votre profil. Lorsqu'on dit tel mot, ils vont tout de suite repérer votre nom, que ce soit à l'échelle nationale et surtout à l'échelle internationale. Donc LinkedIn, c'est un réseau très très fort en termes d'opportunités internationales avec les mots-clés de votre positionnement. Voilà, donc là par exemple c'est l'éditorial du numéro spécial, donc vous voyez que c'est toujours autour du digital, Emerging Technologies and Innovation for Digital Economy and Transformation. Si vous voyez tous les numéros spéciaux sur lesquels j'étais guest editor, vous allez voir qu'il y a toujours cette couche de digital et d'innovation dans les thématiques. C'est important de garder cette ligne comme une ligne éditoriale, le fil conducteur. D'accord? Voilà. Maintenant, une fois que vous avez défini votre positionnement, la thématique, les mots-clés, là, c'est important aussi de définir les partenaires. À mon avis, publier seul, c'est bien, mais c'est encore mieux de publier avec d'autres auteurs. Parce que cette ouverture sur d'autres manières de faire, d'autres compétences, ça va enrichir les papiers que vous êtes en train de produire. Donc, comment on va définir nos partenaires de publication? D'abord, qui sont les partenaires? Le premier partenaire, ce sont les co-auteurs. En un premier temps, ce sont les mastériens, peut-être lorsqu'on est on n'a pas encore terminé la thèse, donc peut-être nos mastériens, avec lesquels on peut aussi générer des papiers, surtout des études de cas, c'est très possible. Et on est arrivé à publier des papiers dans des conférences avec des mastériens professionnels. Avec des mastériens de recherche, on peut même publier des papiers dans des revues. Bien sûr, vous avez votre encadrant de thèse
qui est votre premier co-auteur pour les premières publications issues de la thèse. Vous pouvez aussi vous orienter vers vos collègues, comme je l'ai fait avec ma collègue Safia Kabi, par exemple, donc avec des spécialités même différentes. Ça, c'est le premier niveau, donc le premier, disons, environnement. Et puis, on peut aller vers des chercheurs dans le domaine. Donc, dans les domaines choisis, dans des rencontres scientifiques, et d'où l'importance du réseau ResearchGate et LinkedIn. Donc là, vous pouvez avoir soit des offres de collaboration, soit vous-même, par exemple, vous avez un papier et vous avez un besoin pour une compétence bien définie. Vous pouvez aller vers le chercheur reconnu et connu dans ce domaine et vous pouvez lui demander de compléter cette partie-là pour pouvoir produire un papier de meilleure qualité. Parce que c'est ça l'idée. On ne peut pas être connaisseur dans tous les domaines. Donc, c'est bien de collaborer, de produire une meilleure qualité de papier. Vous allez me dire, ou certains vont me dire qu'après, dans le concours, ça va être divisé par 2 ou par 3. C'est toujours un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, il faut faire cet équilibre-là. D'accord ? Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est 2 ou 3 sur le papier, ça va nous donner aussi moins d'efforts. Et ça va vous donner plus de visibilité à l'international, plus d'opportunités de collaboration. D'accord ? Donc, c'est vraiment un équilibre, mais n'hésitez pas à aller vers des collaborateurs, surtout dans les rencontres scientifiques. D'où l'importance de bien choisir les conférences là où on va selon la thématique. L'objectif premier, c'est d'être en contact avec les connaisseurs, avec les personnes réputées, les chercheurs réputés dans ce domaine avec ces mots-clés-là. Donc, bien choisir des conférences qui vont vous permettre d'être en contact avec ces chercheurs et pourquoi pas préparer un agenda de réunions ou de contacts d'après le programme et essayer de voir ces personnes-là, que ce soit dans les déjeuners, dîners, des petites réunions, parfois même en prenant le petit déjeuner, mais vous vous placez avec cette personne-là qui vous intéresse par rapport à une thématique bien déterminée. C'est très important. Donc, de bien préparer nos conférences nationales et internationales, même au niveau des réunions que l'on va faire avec les personnes qui vont assister. Maintenant, pour les éditeurs, donc les journaux, les numéros spéciaux, des livres indexés, là aussi, il faut bien choisir ces journaux-là, on va le voir après. Et c'est bien d'avoir aussi des connaissances en termes d'éditeurs. Et les conférences, ça sert aussi pour ça. Si on retrouve parmi les intervenants ou les participants des éditeurs, c'est bien de nouer quelques relations avec les éditeurs. Alors, vous allez me dire, nouer des relations avec des éditeurs, est-ce que ça va? Et c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Est-ce que le fait de connaître des éditeurs, ça va faciliter l'acceptation du papier? Alors, ça va faciliter, je vais vous dire comment. C'est pas en acceptant le papier sans faire, par exemple, l'évaluation. Mais ça peut, par exemple, vous faire gagner du temps. Si vous envoyez le résumé à l'éditeur, vous lui dites, est-ce que ce résumé a des chances d'être accepté dans ce papier, dans ce journal? Si vous avez un nom dans 1 ou 2 jours, ça vous fait gagner, par exemple, 1 mois d'évaluation par les voies normales avant le desk reject, par exemple. Ou alors, le fait que vous connaissez l'éditeur, vous pouvez poser la question sur l'avancement, par exemple, du processus d'évaluation. Donc là, c'est plutôt du relationnel qui va rendre plus fluide le processus d'évaluation, mais en aucun cas, ça ne va altérer, si vous voulez, la qualité du processus d'évaluation. On va gagner en termes de temps, et le temps pour les processus d'évaluation, c'est quelque chose de très, très important. Si vous avez votre papier qui revient après 1 semaine, ça vous fait gagner parfois
2 mois d'attente. D'accord. Aussi, parfois, si on connaît l'éditeur, on peut s'informer de l'État. Est-ce qu'on a un papier qui est déjà passé aux évaluateurs? Est-ce qu'on a un premier commentaire qui est positif? Donc ça aussi, ça vous permet d'être au courant des différentes étapes et d'ajuster votre stratégie. Les numéros spéciaux aussi, c'est une bonne stratégie de publication. Pourquoi? Parce que la date de publication, elle est connue. Donc, ça nous évite des délais d'attente parfois très longs. Et moi, j'ai vu des personnes qui ont attendu 1 an pour avoir après un refus. Donc là, si vous avez un numéro spécial, au moins on connaît la date bien définie de publication. Alors, les livres indexés, là aussi, c'est important de bien choisir l'équipe éditoriale, une équipe éditoriale et la base d'indexation, Springer, Itoise. Donc là, c'est important de bien choisir la maison éditoriale. D'où ici l'importance de la réputation du chercheur. Vous voyez, donc le fait que l'éditeur du livre a une bonne réputation, ça peut attirer de bonnes communications. Le fait que, par exemple, lorsqu'on annonce un numéro spécial ou la parution du livre en mars 2025, le fait qu'on honore notre engagement la première fois, donc les chercheurs vont avoir confiance dans les délais annoncés par les éditeurs. Finalement, les sociétés savantes, donc là, c'est important d'être avec les associations dans votre domaine parce que ça vous permet de participer à des événements de réseautage comme aujourd'hui, des webinaires, des séminaires. Donc, vous allez être au courant des nouvelles tendances dans votre domaine. Une fois qu'on a défini notre positionnement, nos partenaires, donc là, il faut définir les projets, une stratégie de publication entre articles, communication, chapitres d'ouvrage, livres, édition de numéros spéciaux et aussi il y a un travail d'évaluation qui est très important. Donc là aussi, il y a cet équilibre-là entre l'évaluation par les concours nationaux où on exige qu'il y ait les différentes rubriques, donc c'est important de diversifier. Et pour donc l'édition de numéros spéciaux, c'est un peu après un certain nombre de publications et une certaine maturité. Je voudrais juste dire un point sur l'évaluation. N'hésitez pas à accepter les évaluations et de bien les accomplir parce que ça vous donne une idée sur les publications récentes, les thématiques des publications récentes. Ça vous donne de la visibilité dans la communauté scientifique, une certaine reconnaissance, nouer des liens avec les éditeurs. Si vous faites de bons rapports, l'éditeur va remarquer cette qualité de travail. Donc, n'hésitez pas à montrer ce que vous connaissez faire en termes d'évaluation. Ça peut vous ouvrir des horizons. Voilà, donc je vois que je n'ai pas beaucoup de temps pour conclure. Pour la sélection des conférences, il y a donc les conférences avec publication des actes. Les actes sont parfois indexés, classés. Les conférences sont classées et ça c'est très important. Et là aussi, il y a l'équilibre entre l'international et le national et qu'il faut aussi le respecter. Je peux témoigner de l'expérience de notre conférence qu'on a fondée ensemble, Nice, moi et des collègues de l'ESN, International Conference on the Digital Economy. Donc, c'est une conférence indexée. La première année 2016, c'était avec I3E. Après, on est allé vers Springer, la série LNBIP, les séries LNBIP.
Et maintenant, ça fait 8 éditions avec le Springer et une édition avec I3E. Cette année, c'est la 10e édition. Là aussi, choisissez des conférences où c'est 5e, 6e, 7e édition, 10e, 20e, parce que vous avez déjà une certaine, disons, expérience dans l'organisation et une certaine crédibilité. Et lorsque vous organisez des conférences, essayez de garder justement les mêmes intitulés pour avoir cette possibilité de mettre que vous êtes à la 10e édition, 11e édition, parce que je connais beaucoup de groupes qui font chaque année une conférence avec une thématique différente, mais après, ce ne sont pas des conférences dans la même série. Donc, généralement, lorsqu'on est dans une conférence indexée de bonne qualité, généralement, donc vous avez un événement annuel, vous avez une communauté scientifique qui se forge petit à petit, et vous avez la possibilité d'avoir votre papier publié dans le livre. Donc, vous allez avoir la communication plus le chapitre d'ouvrage. C'est vrai que dans les concours nationaux, on ne comptabilise pas les deux. Mais au niveau international, vous avez et votre participation avec votre agenda de lien avec les participants. Et après, le papier, il va être donc publié comme chapitre d'ouvrage et il peut être très bien cité, comme je vous l'ai dit, pour notre papier avec Safia Karbi, par exemple. Aussi, généralement, lorsqu'on est dans ce cercle-là, dans cette communauté, généralement, on a aussi des éditeurs de journaux, comme on le fait ici, par exemple, pour notre conférence. Chaque année, on a le numéro spécial avec des papiers qui sont retravaillés, des extensions. Et là aussi, il y a des règles pour ne pas avoir de l'autoplagiat entre le chapitre d'ouvrage et l'article dans la revue JTDE. D'accord? Donc, vous voyez que lorsque vous entrez, lorsque vous choisissez la conférence, réellement, vous êtes en train de choisir une communauté scientifique avec le livre, avec les communications, les interactions, l'agenda de réunion durant les jours de conférence et éventuellement la possibilité de publier avec les journaux qui deviennent partenaires avec la conférence. Donc, vous voyez que c'est tout un environnement qui se tisse petit à petit. Et si vous êtes dans cet environnement-là, vous maîtrisez les dates, les processus, vous allez gagner du temps. C'est beaucoup mieux que d'expérimenter à chaque fois un journal ou une conférence, à mon avis, bien sûr. Voilà. Une autre opportunité aujourd'hui pour nous, les Tunisiens, c'est les conférences hybrides, parce que ça vous permet d'élargir le réseau et d'optimiser aussi le nombre de participations, parce qu'il y a un gain sur les coûts. Bien sûr, je ne dis pas que aller à 100% dans les conférences hybrides, mais ça peut être aussi une couche supplémentaire par rapport aux conférences auxquelles on assiste. Pour la sélection des revues, là c'est Anis qui va en parler avec le détail, mais c'est important de comprendre qu'il y a un classement par quartile, donc Q1, Q2, Q3, Q4. À mon avis, je recommande toujours à mon équipe d'aller vers des revues Q3, Q4 au départ. Après une certaine maturité, on peut aller vers des journaux Q1, Q2 parce qu'ils sont très sélectifs et exigeants en termes de contribution théorique. Bien sûr, allez toujours vers des revues indexées. Vous avez SJR qui vous donne la Simago, le site de Simago qui vous donne, donc si le journal est indexé Scopus ou Web of Science. Ce sont là les deux grandes bases d'indexation des revues. Et vérifiez bien le modèle d'accès, si c'est un open access ou hybride, parce que vous savez qu'au niveau des concours nationaux, le modèle open access est parfois pénalisé. Donc, le fait de payer de l'argent pour publier en Tunisie, c'est parfois pénalisé. Donc, faites attention à ce niveau-là. Le processus de publication, quelques conseils pratiques, bien cibler la revue ou la conférence. Au niveau de la soumission, soyez très attentifs aux étapes.
de la soumission. Parfois, on nous demande de mettre la base de données. Si vous mettez la base, ça va être après en open access. Faites attention si vous ne voulez pas partager votre disons, base de données. J'ai eu un cas où on a mis la base de données après, lorsque ça a été rejeté, et lorsqu'on l'a soumis dans un autre journal, on nous dit que c'est déjà, la base elle est déjà publiée, donc ce n'est plus original. Donc faites très attention lors de la soumission, qu'est-ce que vous acceptez de soumettre avant de le faire. Ça peut parfois avoir de l'impact négatif sur votre projet de publication. Pour la révision, là aussi, en tant qu'éditeur, dans le numéro spécial avec JTDE, parfois on a des chercheurs qui sont passés, ils n'ont pas eu un desk reject, donc c'est accepté pour passer avec des évaluateurs. Ils ont des évaluations, mais ils n'ont pas la patience de corriger. Alors que l'étape la plus difficile, c'est d'éviter le desk reject. Une fois on a les commentaires, normalement, avec un peu d'effort, on peut répondre aux commentaires, mais il faut le faire avec beaucoup de rigueur, même si parfois on n'est pas très convaincu, mais là, c'est un autre point de vue d'une personne spécialiste. Donc, il faut suivre les recommandations des évaluateurs pour pouvoir passer à la publication. Et là, c'est là où ça intervient aussi l'humilité scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule manière de voir la vérité ou la bonne qualité, mais il y a aussi d'autres manières de voir, peut-être qu'ils ont d'autres perspectives. Il faut accepter un peu ce changement de perspective. Et lorsqu'on a major revision ou minor revision, c'est à 80%, c'est une acceptation. Si, bien sûr, on complète le processus de révision. Donc, ça, c'est une étape très importante et j'ai vu beaucoup de chercheurs qui ont abandonné, bien qu'il était vraiment à quelques centimètres de la publication. Voilà. Optimiser la visibilité et les conseils pratiques. Là, c'est Anis qui va en parler. Là, ce sont disons, les réseaux que je recommande. Bien sûr, on ne peut pas les utiliser tous, mais il faut faire un plan d'action pour la visibilité aussi. Comme on le fait un positionnement pour la recherche, il faut faire un plan d'action pour la visibilité. Bien sûr, selon votre positionnement, la technicité, combien vous maîtrisez ces outils-là, le temps que vous avez, les contenus, la périodicité de vos interventions, mais tous ces réseaux-là sont intéressants à exploiter. Les mots-clés, donc un réseau actif international et national, le suivi des métriques, donc personnellement, pratiquement tous les 2-3 jours, je visite mon profil pour voir s'il y a de nouvelles citations et je vois les articles qui ont cité mes travaux pour voir un peu comment ça peut évoluer. Aussi, ça peut vous donner des idées pour les prochaines publications. Ça peut même vous donner des idées pour la collaboration avec des personnes, des chercheurs qui ont cité vos travaux. Voilà. N'oubliez pas les photos, les vidéos, ça peut aussi contribuer à une meilleure visibilité, bien choisir des photos professionnelles, bien traiter vos vidéos, par exemple dans les séminaires pour les partager. Les profils professionnels aussi sont très importants. Il faut une actualisation régulière, une cohérence dans les informations. Vous voyez ici, pour le référencement, lorsque je mets mon nom, le premier profil qui sort avant même ResearchGate, Academia, c'est le profil sur les aides. Donc, ne sous-estimez pas les profils sur vos institutions académiques. Ils peuvent avoir, disons, les premières positions lorsqu'on fait la recherche sur votre nom. Donc, bien les rédiger en français et en anglais. Là aussi, c'est toujours un conseil pratique, mais qui a beaucoup d'importance. Par exemple, pour mon nom,
vous voyez que là, ça peut être écrit avec un I, avec un Y, mon prénom. Pour le nom, ça peut être écrit avec A ou E, Jalouli ou Jalouli. Donc, aussi pour mon nom de famille de mon mari, donc Chabouni, ça peut s'écrire avec A, avec l'accent ou pas. Je peux mettre aussi Rim Jalouli Chabouni ou Rim Jalouli. J'ai choisi Rim Jalouli, je vais vous dire pourquoi. Pour faciliter le référencement du nom. Donc, choisissez dès le départ, lorsque vous allez commencer votre stratégie de publication, choisissez un nom, un prénom et un nom, de préférence, pas beaucoup, pour faciliter l'indexation de votre nom. D'accord? Par exemple, j'ai vu lorsque j'ai mis au départ Alim Jalouli Chabouni, parfois on met RJ Chabouni, parfois on met R Jalouli Chabouni, parfois on met RC Jalouli. Donc, c'est comme si ce n'est pas le même nom. D'accord? Donc, choisissez un seul nom, le minimum d'accent. Par exemple, si vous avez un nom composé comme Ben Slema, par exemple, Ben Slema, elle doit choisir soit Ben Slema en un seul mot ou Ben Slema. Et généralement, si c'est un seul mot, pour l'indexation, c'est beaucoup plus efficace. Donc, ayez ces considérations en tête lorsque vous allez choisir votre signature. Là aussi, c'est très important de répondre aux messages. Si vous avez des messages sur LinkedIn, ResearchGate, c'est très important de répondre à ces chercheurs internationaux. Les demandes de texte complet sur ResearchGate, là aussi, c'est une manière de partager aussi vos communications et vos papiers. Bien sûr, tout en respectant les considérations éthiques. Donc, il faut bien vérifier les politiques de partage des journaux et des communications, mais rien ne vous empêche de les envoyer en message privé. Voilà. Donc, pour ne pas empiéter sur l'intervention de mon collègue Anis Bachtovchi, je vais juste vous inviter à consulter une présentation que j'ai faite en 2022 sur l'identité numérique du chercheur. C'était à l'occasion des journées de recherche en 2022 à l'Université de la Manouba. Et tout de suite après cette présentation, je l'ai partagée sur mon profil ResearchGate. Là aussi, c'est une stratégie que vous pouvez adopter parce qu'on fait beaucoup d'efforts à préparer des communications. Et là, c'est bien de les partager après sur vos réseaux. Donc, je l'ai partagé sur ResearchGate. Vous pouvez la trouver les slides. Ça peut vous aider à avoir quelques idées pour votre visibilité. Pour conclure, c'est la dernière diapositive. Ne passez pas à côté de l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la publication. Ça aide énormément au niveau de la rédaction, au niveau de la recherche documentaire. Pour la génération de résumés, ça facilite énormément. Et aussi, il y a aujourd'hui plusieurs, messages de journaux et de conférences au niveau de l'utilisation de ces logiciels pour garantir l'originalité du travail et renforcer l'intégrité scientifique. Voilà, avec ça, donc, je clôture ma présentation. J'espère que ça a été bénéfique pour la présence, le public présent. Et bien sûr, j'attends vos questions et réactions par rapport à ce qui a été présenté. Merci beaucoup.